Imaginez, vous fermez les yeux et d'un seul coup, vous êtes transporté dans la peau d'un de vos ancêtres en revivant son passé comme si c'était votre présent. C'est ce qu'on a pu découvrir dans Assassin's Creed grâce à l'Animus, une machine qui permet d'utiliser la mémoire génétique. Des souvenirs qui seraient apparemment cachés dans notre ADN depuis des générations et qu'il est possible de lire et même de revivre comme si on y était. Mais en vrai, est-ce que les souvenirs peuvent se transmettre de génération en génération? Quelle part de vérité se cache derrière cet Animus? Et surtout, pourrions-nous un jour accéder aux souvenirs de nos ancêtres grâce aux avancées technologiques? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science versus Pop Culture, l'Animus en vrai. C'est possible? Mais juste avant, faut absolument que je vous parle de la dinguerie qu'Altaïa nous prépare, Dark Vador. Ouais, rien que ça. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup ce que fait Altaïa. Je suis moi-même en train de construire pas mal de leurs répliques, et cette fois-ci, ça va faire plaisir à beaucoup de fans avec cette merveilleuse réplique d'un des méchants les plus emblématiques, tout film confondu. Dark Vador. Personnellement, je viens à peine de commencer avec les 2 premiers numéros qui permettent déjà d'avoir presque toute la tête. Mais vu comment ça commence, j'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Parce que celui-ci s'annonce tout simplement magnifique. On parle ici d'une reproduction à l'échelle 1,5, soit 101 cm. Et tout comme ils avaient commencé à faire des choses incroyables avec l'animatronique E.T., que je construis aussi, cette réplique de Dark Vador est bourrée de détails impressionnants. Une armure fidèle au modèle original, des pièces en métal et ABS de haute qualité, un sabre laser et même des effets sonores et lumineux activables avec une télécommande. Et pour les passionnés, sachez que chaque numéro de la collection est accompagné d'un fascicule ultra complet qui plonge dans les coulisses de l'univers Star Wars. Montage, anecdotes, secrets de conception et j'en passe. Dans le premier envoi, vous recevrez les 2 premiers numéros qui permettent déjà de monter une bonne partie de la tête et ce très facilement. Pas besoin d'être maquettiste pour y arriver. C'est très accessible. Donc commencez votre collection dès maintenant en utilisant le code POIREFENDU et en cliquant sur le lien que je vous ai mis en description. Vidéo. Dans Assassin's Creed, on a pu voir l'Animus avec plein de designs différents. Mais ils ont tous 2 points en commun. Un look futuriste et un endroit pour te permettre de t'y installer. Une fois dedans, toutes sortes d'informations sur ton ADN et les souvenirs de tes ancêtres apparaissent devant toi avant qu'un flash lumineux transporte tous tes sens dans ce passé lointain. Tout ça est possible pour une raison qui est au cœur du jeu. Les souvenirs seraient stockés dans l'ADN et chaque événement vécu par une personne serait codé génétiquement et transmis à sa descendance. On va pas se mentir, l'idée de pouvoir explorer le passé de nos ancêtres comme si on y était est fascinante. Et je serai le premier à vouloir tenter l'expérience. D'ailleurs, je ne suis apparemment pas le seul puisque sur les réseaux sociaux, il y a un type de vidéo qui fait des millions de vues et qui, à l'aide de l'IA, imagine ce que serait la vie si on était transporté dans la peau d'une personne des plus grandes époques, comme un pirate naviguant sur les mers déchaînées, un viking partant à la conquête de nouveaux territoires, ou même de percevoir le monde à travers les yeux d'Albert Einstein. Je trouve que ces vidéos en mode POV sont super cool à regarder, et si l'Animus existait dans la réalité, ce serait à peu près à ce genre de POV IRL qu'on aurait accès. Sauf qu'elle ne serait pas générée par de l'IA, mais bel et bien tirée du vécu d'une vraie personne du passé. Alors bien sûr, ça semble fou, mais justement, que dit la science à ce sujet? Selon les recherches du généticien Siddhartha Mukherjee, qui a eu un prix Pulitzer en 2011, l'ADN contient effectivement un incroyable volume d'informations sur notre identité biologique. Mais est-ce que l'ADN pourrait vraiment stocker les souvenirs précis de nos ancêtres en mode vidéo POV? Et est-ce qu'on pourrait un jour revivre exactement ce qu'ils ont vécu comme si on regardait à travers leurs yeux? Et c'est à partir de là qu'on va commencer à parler d'épigénétique. L'épigénétique, c'est une branche de la génétique qui étudie comment certaines expériences vécues peuvent influencer les générations futures. Il y a une expérience fascinante menée par Kiri Ressler en 2013 à l'université Emory d'Atlanta qui a été surnommée The Cherry Blossom Experiment. En gros, ils ont conditionné des souris à avoir peur d'une odeur spécifique, l'acétophénone. Une odeur douce qui ressemble un peu à celle des fleurs de cerisier. En associant systématiquement cette odeur à une petite décharge électrique bien désagréable, les souris ont fini par être repoussées et craindre cette odeur. Logique jusqu'ici. Mais ce qui est incroyable, c'est que la génération suivante de ces souris, sans jamais avoir vécu cette expérience traumatisante, montrait elle aussi des signes de stress et d'anxiété dès qu'elle sentait cette même odeur. Et ça a même continué comme ça sur une 2e génération, ce qui prouve que certaines expériences marquantes peuvent se transmettre à travers l'ADN et à travers les générations. Donc en gros, certaines expériences intenses vécues par nos ancêtres pourraient nous laisser une sorte d'héritage émotionnel. C'est comme si, sans revivre précisément leurs souvenirs, on pouvait quand même ressentir leurs peurs, leurs préférences, etc. Par contre,
Même si transmettre des traumas sur des générations reste impressionnant, on est loin de l'idée d'Assassin's Creed qui utilise l'ADN pour explorer le vécu d'un ancêtre, et la raison est simple, l'ADN lui-même ne permet pas d'enregistrer des souvenirs conscients. Mais alors, qu'est-ce qu'on entend par souvenir conscient justement? Et comment est-ce qu'on crée un souvenir? Si on veut vraiment comprendre comment l'animus pourrait fonctionner en vrai, il faut d'abord savoir comment se forme un souvenir dans notre cerveau. Par exemple, pourquoi on se rappelle facilement du prénom de son frère mais pas de son numéro de téléphone? Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il n'y a pas un seul endroit précis dans le cerveau qui stocke tous nos souvenirs. En réalité, c'est plutôt un réseau complexe qui s'active partout dans le cerveau. Notre mémoire se divise principalement en deux types, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Quand on vit une expérience banale, comme payer ses courses au supermarché, les infos captées par nos sens, comme les sons, les images et les odeurs, sont transformées en impulsions électriques qui circulent dans notre cerveau. Ces impulsions arrivent d'abord dans la mémoire à court terme, qui garde cette information pendant seulement 20 à 30 secondes environ. Et s'il n'y a aucune raison qu'on s'en rappelle, on oubliera très vite le montant précis qu'on vient de payer. Par contre, pour retenir des informations importantes comme son code de carte bancaire, on se répète l'information plusieurs fois dans sa tête, ce qui activera une partie bien spéciale du cerveau, l'hippocampe. Grâce à un phénomène qu'on appelle la potentialisation à long terme, ou PLT, l'hippocampe va renforcer les connexions entre certains neurones. Ces connexions deviennent stables et forment un circuit neuronal bien spécifique. Un souvenir est né. Ce réseau, à peine formé, va se fixer pour devenir durable jusqu'au moment où, un jour, un son, une image, une odeur réactive ce réseau électrique longtemps endormi pour nous faire revivre ce moment. Bref, ce qui était pratique avec le fait que nos souvenirs soient stockés dans l'ADN dans Assassin's Creed, c'est qu'on n'avait pas besoin des ancêtres pour extraire leurs souvenirs et les réimplanter sur un de ses descendants. Parce que si c'était le cas, ça aurait rendu le scénario du jeu beaucoup plus compliqué. Il aurait fallu avoir accès physiquement à leur cerveau, qui serait de toute façon redevenu poussière depuis belle lurette. Mais un avenir où on utiliserait l'ADN pour en extraire des infos comme dans Assassin's Creed risque d'arriver bien plus vite qu'on ne le croit. L'ADN est désormais considéré très sérieusement comme un nouveau moyen de stockage de données. D'ailleurs, il est déjà possible d'utiliser l'ADN pour stocker des informations, ce qui peut sembler complètement fou. Et ce n'est pas uniquement pour relever un défi technique qu'on s'y est intéressé, puisque ses capacités surpassent largement tous les moyens de stockage qu'on connaît actuellement. Pour donner un ordre d'idée, l'ADN est 10 milliards de fois plus dense qu'un CD. Seulement 41 grammes suffisent pour stocker 1 million de gigaoctets de données. Et si on considère sa durée de vie, on obtient quelque chose qui paraît éternel à l'échelle humaine, environ 60 000 ans. Autrement dit, avec ce moyen de stockage de données qui se développe extrêmement vite et qui finira par se démocratiser, l'idée qu'une génération future puisse lire nos données ADN comme dans un livre ouvert, même plusieurs dizaines de milliers d'années plus tard, devient beaucoup moins abstraite. Et je dirais même que ça en deviendra une nécessité. Et oui, aujourd'hui, même si on se filme, on prend des photos et on sauvegarde tout dans le cloud, la vérité c'est que nos méthodes de stockage actuelles sont terriblement précaires. Disques durs, clés USB, DVD, ils ne tiennent tout simplement pas sur la durée. Au bout de quelques décennies seulement, ces supports deviennent illisibles. Résultat, si un jour notre civilisation venait à disparaître, toute trace de notre passage risque de disparaître aussi, nous condamnant à tomber dans l'oubli total. Avec une durée de vie de 60 000 ans, l'ADN est alors la solution idéale. Dans des milliers d'années, nos descendants pourraient encore lire nos données ADN comme s'ils ouvraient simplement un livre ou un animus. Ce qui est super cool, mais en commençant cette vidéo, j'espérais plutôt découvrir quelque chose qui nous permettrait d'être Desmond, qui explore le passé, plutôt qu'Ezio. Alors qu'est-ce qui existe aujourd'hui qui pourrait nous mettre sur cette voie? Pour explorer tous ces souvenirs, certains proposent une autre solution, l'hypnose. Alors ça fait pas rêver du tout, mais là on parle de l'hypnose régressive. Ce qui est fascinant avec cette solution, c'est qu'elle permet à certaines personnes de se connecter profondément avec ce qu'elles ressentent comme étant des souvenirs très anciens ou même de vies antérieures. Ce qui sonne super bien sur le papier, mais bien sûr, il faut rester prudent. Elisabeth Loftus, une psychologue spécialiste des faux souvenirs, a prouvé qu'il est très facile pour notre cerveau de fabriquer des souvenirs totalement fictifs sans même qu'on s'en rende compte. En fait, elle explique que nos souvenirs sont loin d'être fiables à 100%, puisqu'ils peuvent facilement être influencés par les informations ou les questions qui sont posées par le thérapeute ou un enquêteur. Par exemple, si pendant une hypnose régressive, la thérapeute donne involontairement un détail,
comme « Vous souvenez-vous de cette maison rouge ?» La personne pourrait intégrer ce détail dans son souvenir, même s'il n'a jamais existé, sans parler du fait que nos souvenirs peuvent être altérés tout simplement par le temps qui passe. Ça rend donc l'hypnose régressive controversée parce qu'on ne peut jamais être certain si ce qu'on croit se rappeler est vraiment arrivé ou si c'est juste le cerveau qui l'invente. Mais il existe aussi une autre piste fascinante à explorer, les rêves lucides. Ces rêves où on réalise qu'on rêve tout en restant endormi, ce qui nous permet d'être en contrôle total sur ce qu'on vit. Imaginez qu'on puisse choisir précisément ce qu'on veut revivre. On pourrait se retrouver à marcher dans les rues animées de la Rome antique, à voguer sur les mers en tant que pirate, ou même à discuter tranquillement avec Léonard de Vinci dans son atelier. Bien sûr, c'est loin d'être comme l'animus, mais les recherches sur les rêves lucides démontrent que notre cerveau possède naturellement une capacité incroyable à simuler des expériences très réalistes et immersives. Il y a même des chercheurs de l'entreprise Dormio du MIT qui travaillent sur des appareils et des techniques pour aider les gens à entrer volontairement en rêve lucide. Par exemple, ils développent des casques connectés capables de détecter les phases de sommeil paradoxal, qui est le moment idéal pour les rêves lucides, et d'envoyer des petits signaux sonores ou lumineux pour aider le dormeur à réaliser qu'il rêve. Même si on est loin d'un animus complet, si on pouvait guider le dormeur avec des infos de ses ancêtres par exemple, ça donnerait une technologie qui nous ferait revivre des temps anciens comme si on y était. Ce qui est fascinant, on va quand même essayer de creuser un peu plus pour tenter de se rapprocher plus de l'animus qu'on voit dans le jeu vidéo. Est-ce qu'il y aurait une machine qui nous permettrait de revivre les souvenirs d'un passé lointain en totale immersion? Quand l'utilisateur se connecte à l'animus, le corps est comme endormi et son esprit entier semble être projeté dans l'univers virtuel qui recrée la vie de son ancêtre. Avec une telle méthode, l'immersion est totale. C'est comme si on y était. Et inutile de dire qu'une telle technologie ne verra jamais le jour. Quoique, se connecter directement au cerveau pour recevoir des informations, mais aussi permettre à l'utilisateur d'interagir avec son environnement uniquement par la pensée, on croirait parler de l'animus et pourtant c'est ce que Elon Musk promet avec son Neuralink. Dans les premières applications, on a vu que ces puces permettraient d'exécuter des actions uniquement par la pensée. Comme ce singe, équipé de 2 puces et qui est dans le plus grand des calmes en train de jouer au Pong juste par la pensée, tout en sirotant du smoothie à la banane pour être récompensé chaque fois qu'il réussit. Pour pouvoir réussir cet exploit, on lui a d'abord demandé de jouer avec un joystick. Les puces, aussi connectées au jeu, ont pendant ce temps permis de décrypter quelles activités cérébrales correspondaient à quel mouvement, ce qui a permis ensuite au singe de jouer sans joystick, mais uniquement en pensant l'utiliser. Imaginez maintenant qu'au-delà de faire des actions par la pensée, que l'on puisse aussi envoyer des informations directement à votre cerveau pour stimuler vos sens. En gros, on aurait ici un véritable animus. Ça semble fou, mais le propriétaire de SpaceX, qui est bien parti pour devenir le vilain qu'il veut être, pense que ce sera possible. Quand on lui avait posé la question de savoir si cette technologie pourrait être utilisée pour une immersion totale, il a été clair. Connecter notre cerveau à des environnements virtuels grâce à des implants neuronaux miniaturisés sera possible. Et si c'est vraiment le cas, ce dispositif pourrait nous permettre théoriquement de revivre des expériences passées ou d'explorer des mémoires simulées avec une immersion sensorielle totale, ce qui serait très semblable à l'animus. Le potentiel de telles interfaces est juste énorme. Alors bien sûr, on est très loin d'une telle technologie, mais il faut pas oublier que c'est Elon Musk qui est derrière Neuralink. Un mec très riche qui part de plus en plus en cacahuète. Et si vous voulez mon avis, on est bien parti pour qu'un jour, dans notre monde, Abstergo devienne Neuralink. Il suffit juste qu'il y ait une motivation suffisamment grande pour lancer sur cette piste, et il n'y a pas de doute, l'animus fera partie de notre monde. Et pour les gamers, ce serait une très bonne nouvelle vu tout ce qu'il serait possible de faire avec. Imaginez jouer à un jeu comme si vous y étiez. Qui ne voudrait pas de ça, franchement? Ce serait super, du moins jusqu'à ce qu'on se rappelle que l'Animus Omega, l'Animus transformé en console de jeu, était utilisé comme un très fort outil de propagande des Templiers. Et avec Musk derrière tout ça, il y a de quoi s'attendre à la même chose. Mais bref, même si l'animus tel qu'on le voit dans Assassin's Creed n'existe pas encore, en combinant neurosciences, intelligence artificielle et réalité virtuelle, les progrès scientifiques actuels nous permettent très bien d'imaginer ce à quoi un animus pourrait ressembler en vrai. Et l'avantage de cette technologie est qu'on n'aurait même pas besoin d'être limité par le passé de ses ancêtres. Parce que personnellement, même si je suis curieux de connaître le vécu de mes ancêtres, être le contemporain des plus grandes civilisations de notre histoire, je trouve ça fascinant. D'ailleurs, je serais super curieux de savoir comment vous utiliseriez une telle technologie. Ou surtout, quelle civilisation vous aimeriez explorer. Alors dites-le moi en commentaire. Dans tous les cas, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles connaissances. Peace!